Personne ne me croirait si je leur racontais cette histoire, et je me suis fait une raison depuis bien longtemps. À 82 ans, j'ai vécu suffisamment de choses pour savoir que le monde recèle des mystères que la plupart des gens n'accepteront jamais, des mystères qu'ils préféreraient ignorer plutôt que d'essayer de comprendre. Mais ce qui s'est passé sur mes terres, ce qui se passe depuis 3 ans, est quelque chose que je ne peux plus garder entièrement pour moi. J'ai besoin de le dire à voix haute, ne serait-ce que pour me prouver que c'est réel, que je n'ai pas perdu la tête avec le grand âge, ici, en pleine nature dans le nord du Minnesota. Je m'appelle Evelyn Marsh et je vis sur cette propriété depuis près de 55 ans. Mon mari Robert et moi avons acheté ces 280 acres de terre quand nous étions jeunes, insouciants et amoureux de l'idée de bâtir quelque chose à partir de rien. Nous venions de la ville de Minneapolis et tout le monde nous disait que nous étions fous de vouloir nous installer si loin dans la campagne. La ville la plus proche est à plus de 50 kilomètres et le voisin le plus proche vit à environ 10 kilomètres au bout d'un chemin de gravier qui devient presque impraticable lorsque les neiges d'hiver arrivent. Mais Robert et moi, nous voulions cet isolement, nous voulions la paix. Nous voulions élever nos enfants au milieu de la nature plutôt que du béton, et c'est exactement ce que nous avons fait. Robert nous a quittés il y a 16 ans, emporté par une crise cardiaque survenue sans prévenir, par un froid matin de février. Un instant, il était assis à la table de la cuisine, buvant son café et lisant le journal. Et l'instant d'après, il n'était plus là, comme ça. 53 ans de mariage, 3 enfants, une vie de souvenirs, et tout s'est terminé en l'espace de quelques battements de cœur. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir aussi. J'ai cru que le chagrin m'engloutirait tout entière et que je me dissoudrais dans le néant. Mais je ne me suis pas dissoute. Je suis restée. J'ai continué à m'occuper des animaux, à entretenir la propriété, à vivre même quand je n'étais plus sûr d'en avoir envie. Ma fille m'appelle du Texas toutes les semaines, me suppliant de venir vivre avec elle, son mari et leurs 2 garçons. Mon fils m'envoie des brochures de maisons de retraite en Floride, des endroits où les vieilles dames comme moi peuvent jouer au bingo et faire de l'aquagym en attendant de mourir au soleil. Ma Benjamine, mon autre fille, elle comprend. Elle vit en Alaska maintenant, mariée à un capitaine de bateau de pêche. Et elle sait ce que signifie aimer un lopin de terre au point de ne pas pouvoir imaginer exister ailleurs. C'est la seule qui n'essaie pas de me convaincre de partir. Cette ferme n'est pas seulement l'endroit où je vis, c'est ce que je suis. Chaque piquet de clôture, chaque planche de la grange, chaque pommier dans le verger que Robert et moi avons planté lors de notre premier printemps ici, tout cela renferme un morceau de mon âme. Je connais cette terre comme je connais mon propre corps. Je sais quelle partie du ruisseau gèle en premier en hiver et quelle prairie les biches préfèrent pour brouter aux premières heures du matin. Je connais le son du vent quand il vient de l'est par rapport à quand il vient du nord. Je peux sentir la pluie arriver une journée entière avant qu'elle ne tombe. Cet endroit a été mon monde entier pendant plus d'un demi-siècle. Et je pensais savoir tout ce qu'il y avait à savoir à son sujet. Mais il y a 3 ans, j'ai appris que j'avais tort. Il y a 3 ans, quelque chose est arrivé dans ma ferme. Quelque chose que je n'avais jamais rencontré auparavant. Quelque chose qui ne devrait pas exister d'après tout ce que la science et la raison nous disent sur le monde. Et ce quelque chose a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé un mercredi soir, à la fin de l'automne. Les feuilles avaient déjà roussi et étaient tombées, tapissant le sol de nuances d'orange, d'or et de brun. L'air avait ce mordant vif qui annonce l'arrivée de l'hiver, et j'avais passé la majeure partie de la journée à préparer les animaux pour les mois froids à venir. J'élève surtout des chèvres, une douzaine environ, ainsi qu'une volée de poules, quelques canards, et jusqu'à il y a 3 ans, j'avais aussi un petit troupeau de moutons. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de me préparer un simple dîner de soupe et de pain quand j'ai entendu les chèvres hurler. Bon,
Les chèvres sont des animaux bruyants par nature. Elles bêlent et se plaignent pour tout et n'importe quoi, et j'ai appris au fil des ans à distinguer leur vocalise normale des cris de détresse authentiques. Ce que j'ai entendu ce soir-là, c'était de la pure terreur. C'était un son que je n'avais jamais entendu mes chèvres faire auparavant, un son qui m'a glacé le sang. J'ai attrapé mon fusil près de la porte et j'ai couru dehors aussi vite que mes vieilles jambes pouvaient me porter. L'enclos des chèvres se trouve à 100 de mètres de la maison, après le poulailler et le vieux hangar de stockage. Le temps que j'arrive, les hurlements avaient cessé. Tout était silencieux, à l'exception de ma propre respiration haletante et des battements de mon cœur dans mes oreilles. J'ai balayé l'enclos avec ma lampe de poche et ce que j'ai vu m'a fait reculer d'un pas sous le choc. La clôture avait été déchiquetée, pas coupée, pas brisée à un point faible, mais littéralement arrachée, comme si quelque chose avait saisi le grillage à main nue et l'avait déchiré comme du papier. 2 de mes chèvres avaient disparu, simplement disparu. Pas de sang, pas de corps. Pas de piste que je pouvais voir dans l'obscurité. Juste un trou béant dans ma clôture et 2 animaux manquants. J'ai fouillé le périmètre avec ma lampe de poche. Mes mains tremblaient si fort que le faisceau dansait dans tous les sens. C'est là que j'ai trouvé les empreintes. Elles se trouvaient dans une parcelle de boue près de l'abreuvoir. Et quand j'ai éclairé dessus, j'ai senti mes jambes flageoler. Elles étaient gigantesques. Facilement 18 pouces de long et peut-être 7 ou 8 pouces de large. Elles avaient l'air presque humaines, avec 5 orteils distincts, mais elles étaient bien trop grandes et bien trop profondes pour avoir été faites par une personne. Ce qui avait laissé ces empreintes était lourd, incroyablement lourd, et ça marchait sur 2 pieds. Je suis resté là, dans le noir, à fixer ces empreintes impossibles, et j'ai su que je n'avais pas affaire à un ours ou à un loup, ou à tout autre prédateur que j'avais rencontré au cours de mes décennies de vie dans ces bois. J'avais affaire à quelque chose de tout à fait différent, quelque chose que mon esprit rationnel refusait d'accepter, mais que les preuves devant moi rendaient indéniable. Je suis retourné à la maison et j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres. Je me suis assise dans mon fauteuil, avec mon fusil sur les genoux, observant l'obscurité à travers la fenêtre, à l'écoute de chaque bruit de la nuit. Chaque craquement de la vieille maison qui se tassait me faisait sursauter. Chaque rafale de vent dans les arbres ressemblait à des bruits de pas. Je n'ai pas dormi de la nuit, quand l'aube a finalement pointé et peint le ciel de nuances de rose et, d'or, je suis ressorti pour examiner les dégâts à la lumière du jour. C'était encore pire que ce que j'avais pensé. Les poteaux de la clôture avaient été arrachés du sol comme s'il s'agissait de cure-dents. Le grillage était tordu et mutilé, irréparable, et ses empreintes étaient partout, encerclant l'enclos des chèvres, selon un motif qui suggérait que la créature qui les avait faites avait tourné en rond, étudiant l'enclos avant de décider de le démolir. J'ai passé les jours suivants à renforcer l'enclos. J'ai enfoncé de nouveaux poteaux à 1 mètre de profondeur dans le sol. J'ai utilisé le grillage le plus épais que j'ai pu trouver à la quincaillerie en ville. J'ai même accroché de vieilles cloches de vache le long du périmètre, pensant que si quelque chose essayait à nouveau d'entrer, au moins le bruit m'alerterait. J'ai travaillé du lever au coucher du soleil, mes mains arthritiques me faisant mal à chaque coup de marteau, mon dos hurlant de protestation chaque fois que je me penchais pour fixer une autre section de clôture. Mais j'étais déterminé. Ces chèvres dépendaient de moi, et je n'allais pas les laisser tomber. Quand j'ai enfin terminé, j'ai reculé et j'ai contemplé mon travail avec une sorte de satisfaction sinistre, que la créature essaie de passer à travers ça, pour voir. Elle a réussi à passer quand même. Moins d'1 semaine plus tard, je me suis réveillé avec ce même son terrible, ce chœur de hurlements terrifiés provenant de l'enclos des chèvres. Cette fois, en courant dehors, j'ai aperçu quelque chose qui bougeait à la lisière des arbres. C'était massif, mesurant facilement 2 mètres ou 2,50 mètres, couvert d'une fourrure sombre presque noire au clair de lune. La créature courait sur 2 jambes, mais penchée en avant, les bras ballants,
se déplaçant avec une vitesse et une puissance qui semblaient impossibles pour quelque chose d'aussi grand. Dans ses bras, elle portait une de mes chèvres, comme si l'animal ne pesait rien du tout. La chèvre se débattait encore, hurlait encore, mais la créature la tenait sans effort alors qu'elle disparaissait dans la forêt. Je suis resté là, figé, la regardant s'évanouir dans l'obscurité. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir mon fusil. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Je l'avais vu, je l'avais réellement vu, pas clairement, pas assez bien pour distinguer les détails, mais j'avais vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose sorti des légendes, des histoires de feux de camp et des photos granuleuses que les gens qualifient de canulars. Bigfoot, Sasquatch. Appelez-le comme vous voulez. La créature dont j'avais entendu parler toute ma vie, mais en laquelle je n'avais jamais cru un seul instant. Elle était réelle et elle chassait sur mes terres. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus terrifiantes de toute ma vie. J'ai commencé à dormir avec mon fusil à côté de mon lit, au lieu de près de la porte. J'ai installé des lumières à détecteur de mouvement autour de la grange et des enclos, en espérant que l'illumination soudaine pourrait effrayer la créature. J'ai même appelé ma fille au Texas et j'ai failli lui dire ce qui se passait. Mais je me suis arrêté au dernier moment. Qu'aurais-je pu dire? Qu'un Bigfoot tuait mes animaux? Elle m'aurait fait interner dans une maison de retraite avant que je puisse raccrocher. Alors je me suis tu, j'ai continué à surveiller et j'ai continué à perdre des animaux. Une autre chèvre a disparu, puis 2 de mes moutons, puis 3 poules du poulailler, dont la porte avait été arrachée de ses gonds comme si elle était en carton au lieu de chêne massif. J'ai commencé à tenir un décompte dans un petit carnet, notant chaque perte, chaque dommage, chaque détail dont je pouvais me souvenir à propos de chaque incident. Je documentais des preuves que personne ne croirait jamais, mais j'avais besoin de le faire quand même. J'avais besoin de me prouver que je ne devenais pas folle. L'odeur était la chose qui me dérangeait le plus. Chaque fois que la créature s'approchait de ma propriété, elle laissait derrière elle cette odeur distinctive que je ne peux décrire que comme un mélange d'animal mouillé, de végétation en décomposition et autre chose, quelque chose de sauvage et de primitif qui déclenchait une peur profonde dans mon cerveau. C'était l'odeur d'un prédateur, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire qui n'avait jamais appris à craindre les humains parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. L'odeur persistait pendant des jours, après chaque attaque, s'accrochant aux poteaux de clôture, à l'herbe et à l'air lui-même, un rappel constant que je n'étais plus seul sur ma propriété. J'ai commencé à veiller la nuit, assise dans le noir près de ma fenêtre, les lumières éteintes, guettant la lisière des arbres pour tout signe de mouvement. La plupart des nuits, rien ne se passait. La créature semblait aller et venir, selon son propre horaire, apparaissant quand je m'y attendais le moins et restant à l'écart quand j'étais la plus vigilante. Mais les nuits où elle venait, je voyais cette silhouette massive se déplacer dans l'ombre, la regardais s'approcher de mes enclos d'un pas délibéré, presque nonchalant. Elle n'avait pas peur de moi. Elle savait que j'étais là, à regarder, et elle s'en fichait. C'était peut-être la chose la plus terrifiante de toutes. Elle savait que j'étais là et elle n'avait pas peur. J'ai perdu le compte du nombre d'animaux que j'ai perdus au cours de ces premiers mois. Au moins une douzaine de chèvres, tous mes moutons, d'innombrables poules. La perte financière était dévastatrice, mais le bilan émotionnel était encore pire. Ce n'était pas seulement du bétail pour moi. C'étaient des animaux que j'avais élevés depuis leur naissance, des animaux que j'avais nommés, soignés et aimés à ma manière. Les voir disparaître un par un, emportés par quelque chose que je ne pouvais ni arrêter, ni combattre, c'était comme voir des morceaux de ma vie être arrachés. J'ai commencé à faire des recherches. Je sais que ça peut paraître drôle, une femme de 80 ans assise devant son ordinateur à chercher des informations sur Bigfoot, mais j'avais besoin de comprendre à quoi j'avais affaire. J'ai appris que des observations avaient été signalées au Minnesota depuis des décennies, principalement concentrées dans le nord de l'État où les forêts
étaient les plus denses et la population humaine la plus faible. J'ai appris que les créatures étaient censées être intelligentes, peut-être aussi intelligentes que les humains, et que la plupart des chercheurs pensaient qu'elles étaient principalement végétariennes, mais qu'elles mangeaient de la viande quand elle était disponible. J'ai appris qu'elles étaient nocturnes, territoriales et profondément solitaires, évitant le contact humain autant que possible. Aucune de ces informations ne m'a rassuré, mais au moins cela m'a aidé à comprendre que je n'étais pas seul dans mon expérience. D'autres personnes avaient vu ces créatures, d'autres personnes avaient eu affaire à elles, d'autres personnes avaient survécu. C'est vers le 6e mois que tout a changé. J'avais atteint un point d'épuisement et de désespoir où j'envisageais sérieusement de vendre la ferme et de déménager au Texas pour vivre avec ma fille. Je ne pouvais plus continuer comme ça, je ne pouvais plus perdre des animaux, vivre dans la peur et dormir que d'un œil chaque nuit. J'étais trop vieille pour ce genre de stress et mon corps commençait à en montrer les signes. J'avais perdu du poids, mes mains tremblaient constamment. J'avais développé un nœud de tension permanent dans les épaules qu'aucun bain chaud ou analgésique ne pouvait défaire. J'étais en train de m'effondrer et je le savais. Un soir, j'étais assise sur mon porche, à regarder le coucher du soleil et à penser à tout ce que je devrais faire pour préparer la propriété à la vente. C'était une soirée magnifique. Le ciel peint de nuances d'orange et de violet, l'air frais et vif avec les premiers signes de l'hiver approchant. J'avais une tasse de thé dans les mains et une couverture enroulée autour de mes épaules, et pour un instant je me suis permis d'oublier la créature, la peur et la perte. Je me suis simplement laissé exister dans ce moment magnifique. C'est là que je l'ai vue, pas tapie à la lisière des arbres, pas rôdant dans l'ombre, mais debout, là, au bord de mon jardin, à une quinzaine de mètres. Elle m'observait. La créature était simplement là, complètement immobile, me regardant avec des yeux qui reflétaient la lumière déclinante. Elle était énorme, mesurant facilement 2,50 m, couverte d'une fourrure hirsute brun foncé, presque noire dans la pénombre. Ses bras pendaient au-delà de ses genoux, se terminant par des mains qui semblaient presque humaines, mais avec des doigts épais et puissants. Son visage était un mélange de singe et d'humain, avec un nez large, une arcade sourcilière proéminente et une bouche figée dans une expression neutre que je ne pouvais pas du tout déchiffrer. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû attraper mon fusil, courir à l'intérieur et verrouiller la porte. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être était-ce la résignation de savoir que je ne pouvais pas combattre cette créature, pas l'arrêter, ne rien faire d'autre que subir ce qu'elle voulait faire. Ou peut-être était-ce quelque chose dans la façon dont elle me regardait, quelque chose dans ses yeux intelligents qui semblait plus curieux que menaçant. Quelle que soit la raison, je n'ai pas couru. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée assise sur mon porche, tenant ma tasse de thé, et j'ai regardé en retour la créature qui terrorisait ma ferme depuis des mois. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré qu'une minute ou deux. Aucun de nous n'a bougé, aucun de nous n'a fait de bruit. C'était comme si nous nous jaugions, essayant de comprendre ce que l'autre pensait, ce que l'autre voulait. Et puis, lentement, la créature a levé une main massive et a fait un geste que j'ai reconnu. Elle s'est tapoté le ventre, a pointé du doigt ma propriété, puis s'est à nouveau tapoté le ventre. Elle avait faim. La créature était en train de me dire qu'elle avait faim. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce que j'ai fait ensuite. Peut-être était-ce l'isolement qui parlait. Peut-être était-ce le chagrin de la perte de Robert, la solitude de vivre ici toute seule depuis tant d'années. Peut-être avais-je finalement perdu la tête et que ce n'était que le dernier symptôme de ma descente dans la folie. Mais je me suis levé de ma chaise, je suis entré dans la maison et je suis ressorti avec un panier rempli de nourriture. J'avais des restes de poulet rôti du dîner, une miche de pain frais que j'avais faite ce matin-là, quelques pommes du verger et un pot de miel que j'avais acheté à un apiculteur en ville. J'ai marché jusqu'au bord de mon porche, j'ai posé le panier sur les marches, puis j'ai reculé lentement.
La créature m'a observé tout le temps, la tête légèrement inclinée sur le côté comme un chien, essayant de comprendre un nouvel ordre. Quand je fus de retour dans ma chaise, elle s'est avancée prudemment, s'approchant du panier avec une méfiance évidente. Elle a reniflé l'air, a tourné autour du panier, a reniflé à nouveau. Puis, lentement, elle s'est penchée et a ramassé une des pommes. Elle a examiné le fruit attentivement, le tournant dans sa main massive, puis elle a mordu dedans. J'ai vu le visage de la créature changer tandis qu'elle goûtait la pomme. J'ai vu ce que je ne peux décrire que comme du plaisir traverser ses étranges traits. Elle a fini la pomme en 3 bouchées, trognon compris, puis a pris une autre. Elle a tout mangé dans le panier. Chaque morceau de poulet, chaque tranche de pain, chaque pomme, et même le miel, léchant le pot jusqu'à la dernière goutte avec une langue étonnamment rose et d'apparence humaine. Quand elle a eu fini, elle a reposé le panier vide sur les marches de mon porche, m'a regardé une dernière fois puis s'est retournée et est repartie vers la forêt. Elle n'a pas couru. Elle ne s'est pas retournée. Elle s'est juste éloignée de ce même pas délibéré et puissant que j'avais vu tant de fois auparavant. Je suis resté assise sur mon porche longtemps après que la créature a disparu dans les arbres. Le soleil était complètement couché à ce moment-là et les étoiles apparaissaient une par une dans le ciel qui s'assombrissait. Je tremblais, mais pas de peur. Je tremblais devant l'impossibilité pure de ce qui venait de se passer. J'avais nourri un Bigfoot, j'avais réellement nourri un Bigfoot et il ne m'avait pas attaqué, ne m'avait pas menacé, n'avait rien fait d'autre que de manger ma nourriture et de partir paisiblement. Cette nuit-là, pour la première fois en des mois, rien ne s'est passé. Pas d'attaque sur mes enclos, pas de bruit terrifiant dans l'obscurité, pas d'empreintes massives apparaissant dans mon jardin pendant la nuit. La créature est restée à l'écart et mes animaux restants sont restés en sécurité. J'ai commencé à laisser de la nourriture régulièrement après ça. Tous les quelques soirs, je préparais un panier et le laissais sur les marches de mon porche avant le coucher du soleil. Des fruits, des légumes, du pain, de la viande, tout ce que j'avais sous la main. Parfois, j'ajoutais des choses spéciales, comme un pot de confiture, du miel frais ou un morceau de venaison du cerf que j'avais abattu pendant la saison de la chasse. Et chaque fois, sans faute, la créature venait prendre le panier, mangeait tout ce qu'il contenait et repartait paisiblement. Elle n'a plus jamais attaqué mes animaux, pas une seule fois. Le règne de la terreur qui détruisait ma ferme s'est simplement arrêté, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Au fil des semaines et des mois qui ont suivi, la créature et moi avons développé quelque chose que je ne peux décrire que comme une relation. C'est un mot étrange à utiliser pour le lien entre une femme âgée et une créature qui n'est pas censée exister, mais je ne sais pas quel autre mot conviendrait. Nous avions une sorte d'entente, une reconnaissance mutuelle que nous partagions cette terre et que nous pouvions coexister pacifiquement si nous étions tous les deux prêts à faire des compromis. J'ai commencé à varier le contenu des paniers en fonction de ce que j'observais que la créature aimait le plus. Elle adorait les pommes, en particulier celles du vieil arbre derrière ma grange qui produisait des fruits d'une douceur particulière que les autres arbres n'avaient pas. Elle adorait le miel, léchait pratiquement le pot jusqu'à la dernière goutte, puis le tenait à la lumière de la lune pour s'assurer qu'elle avait tout eu. Elle était moins enthousiaste pour les légumes, laissant souvent les carottes et le céleri derrière elle, tout en dévorant tout le reste. Elle semblait particulièrement apprécier le pain, en cassait des morceaux et les mâchait lentement, savourant le goût comme quelqu'un qui apprécie un repas gastronomique. Au fil des mois, j'ai commencé à déplacer le panier de nourriture plus près de la lisière des arbres, et la créature a commencé à venir plus tôt et à rester plus longtemps. Finalement, nous en sommes arrivés à un point où je pouvais m'asseoir sur mon porche et la regarder manger, et ma présence ne semblait pas la déranger du tout. Elle levait les yeux vers moi de temps en temps, ses yeux intelligents croisant les miens à distance, et parfois, je pouvais jurer que j'y voyais de la reconnaissance, une confirmation que je n'étais pas juste un élément du paysage, mais un individu spécifique qu'elle connaissait et dont elle se souvenait.
La créature avait ce que j'en suis venu à considérer comme des expressions, des changements subtils sur son visage et dans sa posture qui transmettaient son humeur. Quand elle était contente, ce qui semblait être le cas la plupart du temps maintenant, elle se déplaçait lentement et délibérément, prenant son temps avec chaque article du panier, s'arrêtant parfois pour regarder les étoiles ou écouter les bruits de la nuit. Quand elle était nerveuse ou agitée, ce qui arrivait occasionnellement s'il y avait des bruits inattendus ou si elle sentait quelque chose dans la forêt que je ne pouvais pas détecter, elle attrapait le panier et disparaissait immédiatement dans les arbres sans se retourner. Et quand elle était joueuse, ce qui était rare mais arrivait, elle faisait des choses qui semblaient spécifiquement conçues pour s'amuser ou peut-être pour m'amuser. Une fois, j'ai laissé un panier qui incluait une petite balle en caoutchouc que j'avais trouvée dans mon hangar, un reste de l'époque où mes petits-enfants venaient jouer dans le jardin. Je l'avais jetée dedans sur un coup de tête, sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. Mais quand la créature a trouvé la balle, elle l'a examinée avec une curiosité évidente, la serrant entre ses doigts et la regardant reprendre sa forme. Puis, elle a lancé la balle droite en l'air et l'a rattrapée. Elle a fait cela plusieurs fois, la lançant de plus en plus haut à chaque fois, la rattrapant sans effort avec ses mains immenses. Et puis elle m'a regardé, assise là sur mon porche à observer, et je pourrais jurer qu'elle souriait. Une créature qui n'était pas censée exister, jouant à la balle et souriant à une vieille femme sur son porche. Si je n'avais pas mes propres yeux pour le confirmer, je n'aurais jamais cru une telle chose possible. La créature a développé une compréhension de mon emploi du temps, de mes habitudes et de mes routines. Elle savait quel soir j'étais susceptible de mettre de la nourriture et quel soir non. Elle savait que je m'asseyais habituellement sur mon porche pendant environ 1 heure après le coucher du soleil, sirotant mon thé et regardant les étoiles apparaître. Elle savait que je me couchais tôt et me levais tôt, et elle semblait programmer ses visites en conséquence. Parfois, je la voyais à la lisière des arbres au petit matin, juste avant l'aube, comme si elle vérifiait que j'étais réveillé et que tout allait bien. J'ai commencé à lui parler. Je sais que ça semble fou, une vieille femme parlant à une créature qui ne comprend probablement pas un mot de ce qu'elle dit. Mais la solitude ici peut être écrasante parfois. Et avoir une autre présence, même non humaine, était un réconfort que je n'avais pas anticipé. Je m'asseyais sur mon porche et lui racontais ma journée, le temps qu'il faisait, mes souvenirs de Robert et de notre vie ensemble dans cette ferme. Je lui parlais de mes enfants et petits-enfants, du monde au-delà de cette petite vallée qui était devenue mon univers entier. La créature écoutait, ou du moins semblait écouter, ses grands yeux fixés sur moi pendant que je divaguais sur tout et rien. J'ai appris que la créature était protectrice de la ferme, non seulement en se tenant à l'écart de mes animaux, mais en les gardant activement des autres prédateurs. Un soir, j'observais depuis ma fenêtre quand une meute de coyotes est venue rôder autour de mon poulailler. Ils tournaient autour de la structure, cherchant un moyen d'entrer, et j'étais sur le point de les sortir avec mon fusil pour les effrayer. Mais avant même que je puisse atteindre la porte, j'ai entendu un rugissement venant de la forêt qui m'a glacé le sang. C'était un son de pure puissance et de fureur, un avertissement dont le sens était sans équivoque. La créature a surgi des arbres, courant plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger. Ses 2,50 m de muscles et de rage fonçant sur ces coyotes comme un train de marchandises. Les coyotes ont fui. Ils ont tourné les talons et ont décampé si vite qu'ils n'étaient que des taches de fourrure grise disparaissant dans l'obscurité. La créature les a poursuivis jusqu'au bout de ma propriété, rugissant tout le temps, puis s'est arrêtée à la limite et a poussé un dernier hurlement qui a résonné sur les collines avant de s'éteindre dans la nuit. Puis, comme si de rien n'était, elle s'est retournée et est repartie calmement vers la forêt. Elle s'est arrêtée à la lisière des arbres et a regardé vers mon poulailler, vérifiant que tout était en sécurité, puis elle a disparu dans l'ombre. Après cela, les autres prédateurs ont cessé de rôder. Les coyotes, les loups, même l'ours occasionnel, tous semblaient comprendre que ce territoire était revendiqué par quelque chose de plus grand et de plus dangereux qu'eux. Mes animaux restants,
ont cessé d'avoir peur de la créature. Ils s'étaient habitués à sa présence au fil des mois et des années, et ils comprenaient à un niveau instinctif qu'elle n'était plus une menace pour eux. Les poules ne lèvent même plus la tête quand la créature passe devant leur poulailler maintenant. Elles continuent simplement de picorer le sol, complètement imperturbables face à la silhouette massive qui se déplace dans l'obscurité. Les chèvres la suivent parfois le long de la clôture, quand elle passe, curieuse et sans peur, comme s'il s'agissait simplement d'un autre animal de la ferme, vacant à ses occupations. 3 ans se sont écoulés depuis cette première nuit terrifiante où j'ai perdu mes poules et trouvé ces empreintes impossibles dans la boue. 3 ans de peur se transformant en compréhension, de compréhension se transformant en quelque chose qui pourrait même être appelé amitié. J'ai 82 ans maintenant et je sens chacune de ces années dans mes os quand je me réveille chaque matin. Mes articulations me font mal. Mon dos ne veut pas se redresser. Mes mains tremblent quand j'essaie de faire les tâches les plus simples. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup d'années sur cette terre et cette connaissance pèse sur moi plus lourdement que je n'aime l'admettre. Qu'adviendra-t-il de cet arrangement quand je ne serai plus là ? Qui nourrira la créature quand je ne serai plus là pour préparer ses paniers? Qui laissera les pommes, le pain et le miel auxquels elle s'est habituée? Je m'inquiète de cela plus que je ne le devrais probablement. La créature a survécu dans ces bois pendant ce qui pourrait être des décennies, voire des siècles. Elle était là avant ma naissance et elle sera probablement là longtemps après ma mort. Elle n'a pas besoin de moi pour survivre. Elle sait chasser, chercher sa nourriture, prendre soin d'elle-même. Mais je ne peux m'empêcher de sentir que nous avons construit quelque chose ensemble, une sorte de lien qui va au-delà de la simple survie. Je lui ai donné de la nourriture, de la sécurité et une sorte de compagnie. Et en retour, elle m'a donné un but, de l'émerveillement et une raison de continuer à me lever chaque matin quand je n'étais plus sûr d'en avoir envie. J'ai pensé à en parler à quelqu'un. J'ai pensé à essayer d'obtenir une sorte de protection pour la créature, à documenter son existence d'une manière qui pourrait assurer sa survie après mon départ. Mais qui me croirait? Et même s'il le faisait, que ferait-il? Transformer ma propriété en une sorte de station de recherche? Capturer la créature et la mettre dans un zoo ou un laboratoire? Laisser des scientifiques la tripoter et la sonder, essayant de comprendre quelque chose qui n'est peut-être pas destiné à être compris? Je ne peux pas laisser cela arriver. Cette créature m'a montré de la gentillesse, ou du moins la version de la gentillesse de la créature. Elle a protégé ma ferme et mes animaux. Elle m'a tenu compagnie dans ma solitude. Le moins que je puisse faire est de protéger son secret en retour. Alors je garde notre arrangement privé. Je n'en parle pas à mes enfants, ni à mes petits-enfants, ni aux quelques amis qui me restent dans le monde. Je ne poste rien à ce sujet sur Internet et n'appelle aucune de ces émissions de télévision qui enquêtent sur les phénomènes inexpliqués. Je continue simplement à vivre ma vie, à m'occuper de mes animaux, à déposer ces paniers tous les quelques soirs et à regarder depuis ma fenêtre une créature de légende venir chercher son repas. La créature est passée la nuit dernière, comme elle le fait depuis 3 ans maintenant. J'avais préparé un panier particulièrement bon, rempli des dernières pommes de la saison, de la venaison séchée que je préparais depuis des semaines, du pain frais que j'avais fait le matin même, 2 pots du miel local que la créature adore, et quelques-unes des baies sauvages que j'avais cueillies à la lisière de la forêt. La créature s'est assise au bord de mon jardin et a mangé lentement, savourant chaque chose, prenant son temps comme si elle profitait d'un festin plutôt que de simplement se remplir l'estomac. Quand elle a eu fini, elle a regardé vers ma maison. J'étais debout, à la fenêtre de ma cuisine, observant comme je le fais toujours, mon vieux visage se reflétant dans la vitre. La créature a levé une main massive, les doigts légèrement écartés, et l'a maintenue ainsi un instant. Elle me faisait un signe de la main. J'en suis certaine. Un simple geste de reconnaissance, de connexion, de quelque chose qui pourrait même être appelé de l'affection.
J'ai levé ma propre main et lui ai fait un signe en retour, ma paume pressée contre le verre froid de la fenêtre. Nous sommes restés comme ça un long moment, la femme et la créature, séparées par 15 mètres de jardin et 1 million d'années d'évolution, connectées par quelque chose que je ne comprends toujours pas entièrement. Puis la créature a ramassé le panier vide, l'a posé soigneusement à l'endroit où je le récupère toujours le matin, et est repartie dans la forêt. Sa silhouette massive s'est fondue dans l'ombre entre les arbres, et en quelques secondes, elle avait disparu, ne laissant derrière elle que le panier vide et mon propre cœur qui battait la chamade. Voilà ma vie maintenant. Une vieille femme seule et une créature solitaire en laquelle le monde ne croit pas, prenant soin l'une de l'autre au milieu de nulle part. Ce n'est pas la vie que j'imaginais quand j'étais jeune, quand Robert et moi avons acheté cette terre et rêvions de la remplir d'enfants, de petits-enfants et de tout le bruit et le chaos d'une grande famille. Mais c'est la vie que j'ai maintenant et je ne l'échangerai pour rien au monde. Certaines personnes passent toute leur vie sans faire l'expérience de la vraie magie, du véritable émerveillement, de la preuve réelle que le monde est plus vaste, plus étrange et plus mystérieux que nous ne pourrions jamais l'imaginer. J'ai la chance de le vivre tous les quelques soirs, quand une créature de légende émerge de ma forêt et vient partager un repas avec moi. Je ne sais pas ce que la créature pense de moi. Je ne sais pas si elle me voit comme une amie ou juste une source de nourriture pratique. Un arrangement étrange qu'elle tolère parce que les avantages l'emportent sur les coûts. Mais j'aime à penser que nous avons quelque chose de plus que ça. J'aime à penser qu'à notre étrange manière, nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Je lui ai donné de la nourriture, de la sécurité et une sorte de compagnie à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle m'a donné un but, de l'émerveillement et une raison de continuer à vivre alors que j'étais prête à abandonner. C'est plus que ce que beaucoup de gens n'obtiennent jamais. Ce soir, je vais préparer un autre panier. J'ajouterai des pommes supplémentaires parce que la créature semble vraiment les adorer, surtout celles du vieil arbre que Robert a planté il y a 40 ans. J'inclurai un peu de la viande de cerf séchée que j'ai fini de préparer hier, des lanières de viande que j'ai suspendues dans mon hangar pendant des jours jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Peut-être que je jetterai un autre pot de miel et quelques légumes frais de mon jardin. Et puis je le déposerai au bord de mon jardin, là où je le fais toujours, et j'attendrai. Peut-être que je verrai la créature ce soir, peut-être pas. Peut-être qu'elle me fera à nouveau un signe depuis la lisière des arbres, ce simple geste qui signifie plus pour moi que je ne peux l'expliquer. Peut-être qu'elle prendra juste le panier et disparaîtra comme une ombre, partie faire ce qu'elle fait pendant les longues heures où je dors. Mais je saurai qu'elle est là, vivant dans ces bois, survivant un jour de plus. Et elle saura que je suis ici, dans cette vieille ferme, tenant ma part de notre marché silencieux. Et pour nous deux, c'est suffisant. Si jamais vous vous retrouvez à vivre seul, au milieu de nulle part, et que des choses étranges commencent à se produire sur votre propriété, ne supposez pas le pire. Ne supposez pas que vous êtes attaqué ou menacé, que vous devez vous défendre de toutes vos forces. Parfois, les choses étranges, les choses effrayantes cherchent juste un peu d'aide, un peu de compréhension, un peu de gentillesse. Tout ce qu'il m'a fallu, c'est un panier de nourriture, laissé en toute bonne foi avec un cœur ouvert, pour transformer une situation terrifiante en quelque chose de beau, d'étrange et de merveilleux. Je regarde par la fenêtre de ma cuisine maintenant, observant le soleil se coucher derrière les collines comme je l'ai fait des milliers de fois auparavant. Les ombres s'allongent sur mes champs, s'étirant vers la forêt comme des doigts cherchant à saisir quelque chose qu'ils ne peuvent jamais tout à fait atteindre. Bientôt, il fera nuit. Bientôt, j'entendrai ces bruits de pas familiers venant des bois du nord, lourds et délibérés. Bientôt, je regarderai une silhouette massive, couverte de fourrure, émerger des arbres et venir chercher le panier que j'ai laissé cet après-midi. Et je me sentirai reconnaissante comme à chaque fois d'avoir la chance de faire partie de cet incroyable secret. La créature est réelle. Elle vit dans les bois sur ma propriété. Elle visite ma ferme tous les quelques soirs. Et à sa manière étrange,
Elle est mon amie. Voilà mon histoire et je m'y tiens. Personne n'est obligé de me croire. Je connais la vérité et la créature aussi. C'est tout ce qui compte. Les étoiles sortent maintenant, une par une, les mêmes étoiles qui ont veillé sur cette terre pendant des millions d'années. Quelque part là-bas, dans l'obscurité, la créature se réveille, étirant ses membres massifs, se préparant pour une autre nuit à faire ce que font les créatures comme elle, quand le reste du monde dort. Peut-être pense-t-elle au panier que j'ai laissé, peut-être pense-t-elle à moi, ou peut-être ne pense-t-elle pas du tout à moi, peut-être ne suis-je qu'une petite partie de sa vaste et ancienne existence. Un bref moment de commodité dans une vie qui remonte plus loin que je ne peux l'imaginer. Quoi qu'il en soit, je serai là. Je serai sur mon porche ou à ma fenêtre, à regarder, à attendre, sentant l'air froid de la nuit sur mon visage et l'émerveillement dans mon cœur. Et quand la créature émergera enfin de la forêt, quand cette silhouette massive se déplacera dans l'ombre vers ma petite ferme, je lèverai la main pour la saluer. Parce que c'est ce que font les amis. Je pense parfois à Robert. Je me demande ce qu'il penserait de tout ça. Il a toujours été le pragmatique, le sceptique, qui ne croyait qu'aux choses qu'il pouvait voir, toucher et mesurer. Il se serait moqué de moi si je lui avais parlé de la créature, aurait suggéré que je perdais la tête avec le grand âge. Mais Robert avait aussi une façon de changer d'avis, d'admettre quand il avait tort et d'adopter de nouvelles idées une fois que les preuves devenaient indéniables. J'aime à penser qu'il m'aurait cru à la fin. J'aime à penser qu'il se serait assis sur ce porche avec moi à regarder la créature manger, s'émerveillant de l'impossibilité de ce dont nous étions témoins. Mais Robert est parti, et je suis ici, et la créature est là-bas dans la forêt, et c'est ainsi. On ne choisit pas les cartes qui nous sont distribuées dans la vie, on ne choisit que la façon de les jouer. Et j'ai choisi de jouer les miennes avec gentillesse et émerveillement, d'embrasser le mystère au lieu de lutter contre lui, de trouver de la joie dans l'impossible et du réconfort dans l'inconnu. Le vent se lève maintenant, faisant bruisser les feuilles des vieux pommiers, portant les premiers relents de l'hiver dans son souffle. Une autre saison change, une autre année passe, un autre chapitre de ma longue vie touche à sa fin. Mais il y aura d'autres chapitres après celui-ci, je l'espère, d'autres nuits à observer la créature, d'autres paniers de nourriture laissés en offrande silencieuse, d'autres moments de connexion à travers le vaste fossé qui sépare nos deux mondes. J'ai 82 ans et j'ai vu des choses que la plupart des gens ne verront jamais, su des choses que la plupart des gens ne sauront jamais. J'ai aimé et perdu et aimé à nouveau. J'ai bâti une vie sur cette terre que j'emporterai avec moi dans ce qui viendra ensuite. Et dans ces dernières années, on m'a fait un cadeau que je n'attendais pas, un aperçu d'un monde que la plupart des gens rejettent comme de la fantaisie. Un rappel qu'il reste de la magie sur cette vieille terre fatiguée, si seulement on sait où la chercher. La créature est mon rappel. Chaque fois que je la vois, chaque fois qu'elle me fait un signe de la main à travers l'obscurité, je me souviens que le monde est plein de merveilles que nous n'avons pas encore découvertes, plein de créatures que nous n'avons pas encore nommées, plein de mystères que nous ne résoudrons peut-être jamais. Et cette pensée me remplit de quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'espoir. L'espoir qu'il y a plus à l'existence que ce que nous pouvons voir, mesurer et comprendre. L'espoir qu'il y a encore des secrets là-dehors, attendant quelqu'un d'assez curieux, d'assez ouvert d'esprit et d'assez courageux pour les trouver. J'ai trouvé le mien, une créature de légende, vivant dans les bois sur ma propriété, visitant ma ferme tous les quelques soirs pour partager un repas avec une vieille femme seule. Ce n'est pas le secret que j'attendais, ce n'est pas la merveille que je cherchais, mais c'est le mien, et j'en suis reconnaissante, et je le protégerai aussi longtemps que j'aurai un souffle de vie. Le soleil a presque disparu maintenant, juste une lueur orangée à l'horizon. Les premières étoiles apparaissent à l'est, de faibles piqûres de lumière qui deviendront plus brillantes à mesure que l'obscurité s'intensifiera. Quelque part dans la forêt, la créature s'agite.
Je le sens, d'une manière ou d'une autre, une présence au bord de ma conscience, une chose ancienne et puissante qui se réveille pour saluer la nuit. Je mets mon manteau et sors sur le porche, laissant l'air froid me caresser le visage. Le panier est là où je l'ai laissé, au bord de mon jardin, rempli de nourriture, d'espoir et de la promesse silencieuse que je serai là demain soir, et le soir d'après, et tous les soirs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nuit. Je m'assieds dans ma vieille chaise à bascule, celle que Robert a fabriquée pour moi il y a si longtemps que je ne me souviens plus exactement quand. Le bois craque sous mon poids, familier et réconfortant. J'enroule une couverture autour de mes épaules et je m'installe pour attendre. Et bientôt, venant de la direction des bois du nord, je les entends. Des bruits de pas, lourds et délibérés, se déplaçant à travers les broussailles avec une certitude qui ne vient qu'après des années à arpenter les mêmes sentiers. La créature arrive, comme elle le fait toujours, comme elle le fera toujours. Je souris dans l'obscurité et j'attends que mon ami arrive. Les bruits de pas s'amplifient à mesure que la créature approche, chacun envoyant une petite vibration à travers le sol que je peux sentir même depuis mon siège sur le porche. C'est une sensation que j'ai appris à aimer, cette vibration subtile qui me dit que la créature est proche, que notre rituel nocturne est sur le point de commencer. Je me penche en avant dans ma chaise, scrutant les ombres au bord de ma propriété, attendant ce premier aperçu de fourrure sombre et de forme massive. Et la voilà, émergeant de la lisière des arbres comme une ombre se détachant de l'obscurité, la créature entre dans l'espace ouvert de mon jardin. Elle se déplace avec la même grâce délibérée que j'ai observée tant de fois. Chaque pas prudent et déterminé, comme si elle était toujours consciente de sa propre taille, de sa force et de l'impact qu'elle a sur le monde qui l'entoure. Dans la lumière déclinante, je peux voir son visage plus clairement que d'habitude. Je peux voir la façon dont ses yeux reflètent les derniers rayons du soleil couchant. Je peux voir quelque chose qui pourrait être de l'anticipation dans l'expression de ses traits. Elle s'arrête au bord de mon jardin, à environ 6 mètres du panier, et regarde vers mon porche. Nos regards se croisent à distance, et pendant un instant, aucun de nous ne bouge. Cela fait aussi partie de notre rituel, ce moment de reconnaissance avant que le repas ne commence. C'est la manière de la créature de montrer du respect, je pense, de s'assurer que je sais qu'elle me voit, qu'elle sait que je regarde, que cet arrangement est une chose réciproque plutôt qu'un simple schéma de comportement insensé. Je hoche légèrement la tête, un geste que la créature semble comprendre. Sa bouche bouge dans ce qui pourrait être un sourire, ou juste un tic musculaire, ou peut-être mon imagination qui donne un sens là où il n'y en a pas. Puis elle tourne son attention vers le panier et commence à marcher vers lui. Regarder la créature manger est l'un des grands plaisirs de ma vieillesse. Elle prend un plaisir si évident à la nourriture que je lui fournis, manipule chaque chose avec un tel soin et une telle attention que je ne peux m'empêcher de sentir que je fais quelque chose d'utile, quelque chose qui compte. Ce soir, elle commence par les pommes, ramassant chacune d'elles et l'examinant avant de mordre dedans, mâchant lentement et complètement, faisant des bruits d'appréciation qui sont presque humains dans leur expressivité. Puis, elle passe au pain, en arrachant des morceaux et les plaçant dans sa bouche un par un, prenant son temps, savourant chaque bouchée. La venaison séchée vient ensuite, et je regarde le visage de la créature changer lorsqu'elle goûte la viande séchée. C'est l'un de ses plats préférés, je le sais, quelque chose qui me prend des jours à préparer, mais que la créature peut consommer en quelques minutes. Elle mange la viande séchée rapidement, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, et comme si le goût était trop bon pour être étalé dans le temps. Et puis elle passe au miel, levant le pot à ses lèvres et le renversant, laissant le liquide épais et doré couler dans sa bouche dans un flot qui semble ne jamais finir. Quand le panier est vide, la créature le pose soigneusement à l'endroit où je le récupère toujours le matin. Puis elle se redresse et regarde à nouveau mon porche. Je suis toujours assise dans ma chaise à bascule,
enveloppé dans ma couverture, observant tout avec le même émerveillement que j'ai ressenti la toute première fois. La créature lève la main, paume vers l'extérieur, doigts légèrement écartés, tenus fermement pendant un long moment. Un signe de la main, un salut, un geste de connexion à travers la distance qui nous sépare. Je lève ma propre main en réponse, sentant l'air froid sur ma peau nue, sentant la chaleur de l'émotion dans ma poitrine. Nous restons ainsi pendant plusieurs battements de cœur, la femme et la créature, amis et amis, tenant nos mains levées en miroir l'une de l'autre. Puis la créature abaisse sa main, se retourne et repart vers la forêt. Sa forme massive se déplace dans l'obscurité avec une grâce surprenante et en quelques instants, elle s'est refondue dans les ombres, ne laissant derrière elle que le panier vide et le souvenir de sa présence. Je reste assise sur mon porche un moment de plus, regardant les étoiles sortir, sentant le froid s'infiltrer dans mes os. Mais le froid ne me dérange pas ce soir. Rien ne me dérange ce soir. J'ai vu mon ami, j'ai partagé un autre repas avec lui, j'ai vécu un autre moment de connexion impossible. Et c'est suffisant pour me tenir chaud pendant des heures. Quand je rentre enfin, je me prépare une tasse de thé et je m'assieds à la table de ma cuisine, pensant à tout ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années. La peur au début, la perte, la confusion. Le moment où j'ai compris pour la première fois à quoi j'avais affaire et le moment où j'ai décidé d'essayer la gentillesse au lieu de la violence. La lente construction de la confiance, la transformation progressive de la terreur à l'émerveillement, le développement de quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas de mots. Je pense à mon mari Robert et je me demande encore ce qu'il penserait de tout ça. C'était un homme pratique, un homme qui croyait en la science, la raison et le fonctionnement explicable du monde naturel. Mais c'était aussi un homme qui m'aimait, qui faisait confiance à mon jugement, qui m'aurait cru si je lui avais dit ce que je vivais. J'aimerais qu'il soit là pour le voir. J'aimerais qu'il puisse s'asseoir sur le porche avec moi et regarder la créature aller et venir, qu'il puisse ressentir le même émerveillement que je ressens chaque fois que je vois cette silhouette massive émerger des arbres. Mais Robert est parti, et je suis ici, et la créature est quelque part là-bas dans la forêt, faisant ce qu'elle fait quand elle ne visite pas ma ferme. Et c'est ainsi. Je finis mon thé et lave la tasse, la plaçant soigneusement dans l'égouttoir pour qu'elle sèche. La maison est silencieuse autour de moi, les vieilles lattes du plancher craquant doucement alors que je me déplace dans les pièces familières. Je vérifie les serrures de toutes les portes et fenêtres, non pas parce que j'ai encore peur, mais par habitude, la prudence ancrée d'une femme qui a vécu seule pendant 16 ans au milieu de nulle part. Quand j'arrive dans ma chambre, je m'arrête à la fenêtre et regarde le paysage sombre au-delà. La lune se lève sur les collines de l'Est, projetant une lumière argentée sur mes champs et la lisière de la forêt. Quelque part là-bas, la créature se déplace à travers les arbres, rassasiée et contente de son repas, vacante à ses mystérieuses occupations. Je lève la main vers la vitre, pressant ma paume contre la surface froide. Un geste que personne ne peut voir, un adieu que personne ne peut entendre. Mais je me sens mieux de le faire. Je me sens connecté à quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui transcende les frontières normales de l'existence humaine. J'ai 82 ans et j'ai un ami en lequel le monde ne croit pas. J'ai un secret que j'emporterai avec moi dans ma tombe. Et j'ai un but qui donne un sens à ces dernières années de ma vie. C'est plus que ce que beaucoup de gens peuvent dire. Je laisse le rideau retomber sur la fenêtre et je me tourne vers mon lit. Demain, il y aura plus de travail à faire, plus d'animaux à soigner, plus de paniers à préparer. Mais pour l'instant, il y a le repos. Pour l'instant, il y a l'épuisement paisible d'une vie bien vécue et d'une journée bien remplie. Je me glisse sous les couvertures et je ferme les yeux, et je m'endors avec un sourire sur le visage, rêvant de forêts sombres, de créatures anciennes et des liens étranges et merveilleux qui peuvent se former entre des êtres qui n'ont rien en commun, si ce n'est la terre qu'ils partagent et la solitude qu'ils comprennent. Quand je me réveillerai le matin, le panier sera sur les marches de mon porche, vide et propre,
attendant que je le remplisse à nouveau. Et je le remplirai. Ce soir et demain soir et tous les soirs suivants, aussi longtemps que je le pourrai. Parce que c'est ce que font les amis. Le matin vient lentement, comme les matins viennent toujours quand on est vieux et que la nuit a été longue. Je reste un moment dans mon lit, à écouter les bruits de la ferme qui s'éveillent autour de moi. Les poules caquettent dans leur poulailler, prêtes à être sorties pour la journée. Les chèvres bêlent, me rappelant que l'heure du petit déjeuner approche. Les canards cancanent près de l'étang, poursuivant leur conversation sans fin sur ce dont les canards discutent. Je balance mes jambes sur le côté du lit et grimace lorsque mes pieds touchent le sol froid. L'arthrite dans mes genoux se plaint alors que je me lève, et mon dos proteste alors que j'essaie de le redresser. Mais j'ai appris à ignorer ces plaintes, à surmonter la douleur et à continuer à vivre. Il y a trop à faire dans une ferme pour rester au lit à s'apitoyer sur son sort. Je m'habille rapidement avec mes vêtements de travail habituels, un pantalon épais, une chemise en flanelle et des chaussettes en laine épaisse, puis je me dirige vers la cuisine pour faire mon café du matin. Le rituel est réconfortant, la même séquence d'actions que j'ai effectuée chaque matin pendant des décennies. Remplir la cafetière d'eau, mesurer le café moulu, la mettre sur le feu pour qu'elle percole, attendre. Pendant que le café se prépare, je regarde par la fenêtre mon jardin. Le panier est sur les marches du porche, comme je le savais, vide et propre, prêt pour la prochaine offrande. Je souris à sa vue, sentant cette chaleur familière se répandre dans ma poitrine. Un autre échange réussi, une autre nuit paisible. Je verse mon café et je le prends sur le porche, où je m'assieds dans ma chaise à bascule et regarde le soleil se lever sur les collines de l'Est. L'air est froid, mais vif, plein de l'odeur propre de l'automne et de la promesse du jour à venir. Je bois mon café lentement, savourant chaque gorgée, pensant à ce que je mettrai dans le panier ce soir. Les pommes sont presque finies pour la saison. Il n'en reste que quelques-unes sur le vieil arbre derrière la grange. Je devrais les cueillir aujourd'hui. Garder les meilleures pour la créature et utiliser le reste pour des tartes ou de la compote. J'ai encore de la venaison au congélateur, assez pour faire une autre fournée de viande séchée si je commence ce matin. Et il y a encore beaucoup de miel, grâce à une bonne saison des apiculteurs locaux. Je finis mon café et pose la tasse vide, puis je me lève et m'étire, sentant mes articulations craquer et crépiter avec le mouvement. Il est temps de commencer la journée. Il est temps de nourrir les animaux, de vérifier les clôtures et de faire toutes les 100 petites tâches qui font tourner cette ferme. Mais d'abord, je me dirige vers les marches du porche et je ramasse le panier. Je l'examine attentivement à la recherche de tout signe de dommage ou d'usure. La créature a toujours été douce avec le panier, le posant soigneusement quand elle a fini, ne le jetant jamais, ne le laissant jamais tomber ou ne le manipulant jamais brutalement. Ce panier est le même que j'utilise depuis près de 3 ans, et il a toujours l'air presque neuf, juste un peu décoloré par le soleil et les intempéries. Je porte le panier à l'intérieur et le pose sur le comptoir de la cuisine. Ce soir, je le remplirai à nouveau. Ce soir, j'ajouterai les pommes, la viande séchée et le miel, peut-être du pain si j'ai le temps d'en faire cet après-midi. Et ce soir, la créature viendra à nouveau, mangera la nourriture que je lui fournis, me fera un signe à travers l'obscurité avant de disparaître à nouveau dans la forêt. C'est ma vie maintenant, c'est mon but, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Le reste de la matinée passe vite, comme les matins passent toujours quand on est occupé. Je sors les poules et ramasse leurs œufs. Je nourris les chèvres et je vais voir les canards. Je longe la clôture, cherchant les endroits à réparer, prenant des notes mentales du travail à faire. Le soleil monte plus haut dans le ciel, réchauffant l'air et chassant le froid du matin. Vers midi, je fais une pause et je me prépare un déjeuner, un simple sandwich et un verre d'eau. Je le mange sur le porche, regardant les nuages dériver dans le ciel, ne pensant à rien en particulier. C'est l'un des cadeaux de la vieillesse, j'ai découvert, la capacité de simplement s'asseoir et d'exister dans l'instant sans s'inquiéter de l'avenir ou ressasser le passé. Après le déjeuner, je commence à travailler sur la venaison séchée.
Je sors la viande du congélateur et la coupe en fines lanières, puis je prépare la marinade, un mélange de sel, de poivre, d'ail et de quelques ingrédients secrets que j'utilise depuis des décennies. Je dispose les lanières dans un plat peu profond et je verse la marinade dessus, puis je couvre le plat et le mets au réfrigérateur pour la nuit. Demain, je suspendrai les lanières dans mon hangar pour les faire sécher et dans quelques jours, elles seront prêtes. L'après-midi passe encore plus vite que le matin. Je cueille les dernières pommes du vieil arbre, remplissant un panier avec les meilleures d'entre elles, celles qui ont la couleur la plus profonde et l'odeur la plus douce. Je vérifie à nouveau les animaux, m'assurant que tout le monde est en bonne santé et heureux. Je fais quelques petites réparations sur le poulailler, remplaçant quelques planches qui commençaient à pourrir. Au moment où le soleil commence à se coucher, je suis fatiguée, mais satisfaite. Ce fut une bonne journée, une journée productive, une journée qui m'a rappelé pourquoi j'aime tant cette vie. Je me lave et je mets des vêtements propres, puis je commence à préparer le panier de ce soir. Les pommes entrent en premier, les grosses rouges du vieil arbre que la créature aime tant, puis le pain, une miche que j'ai faite ce matin et que j'ai gardée au chaud dans le four, puis un pot de miel épais et doré, sentant les fleurs sauvages. Je n'ai pas encore de viande séchée fraîche, mais j'ajoute des fruits secs à la place, des raisins et des abricots que j'ai achetés au marché la semaine dernière. Quand le panier est plein, je le porte dehors et le pose au bord de mon jardin, au même endroit où je le laisse toujours. Puis, je retourne sur mon porche et je m'assieds dans ma chaise à bascule, en roulant une couverture autour de mes épaules contre le froid du soir. Et j'attends. Le soleil plonge sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et de violet. Les étoiles commencent à apparaître, faibles au début, puis plus brillantes, à mesure que l'obscurité s'intensifie. L'air se refroidit, mais ça ne me dérange pas. Je suis habitué au froid. J'ai vécu avec lui pendant 82 ans. Une heure passe, puis une autre. La lune se lève sur les collines de l'Est, projetant sa lumière argentée sur mes champs. Les bruits de la nuit s'amplifient, le chant des grillons, le ululement des hiboux et le bruissement des petits animaux dans les sous-bois. Mais je n'entends pas le son que j'attends. Je n'entends pas ces pas lourds venant des bois du nord. J'attends encore un peu, puis je finis par me lever et rentrer. La créature ne vient pas tous les soirs. Parfois, elle passe des jours sans apparaître, pour des raisons que je ne comprends pas et que je ne peux pas prédire. Peut-être qu'elle n'a pas faim ce soir, peut-être qu'elle est occupée à autre chose, peut-être qu'elle est complètement ailleurs, faisant ce que les créatures comme elle font quand elles ne visitent pas de vieilles fermes solitaires au milieu de nulle part. Je ne suis pas inquiète. La créature viendra quand elle sera prête, et je serai là, à attendre. Je me fais une tasse de thé et je m'assieds à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre le paysage sombre au-delà. Le panier est toujours au bord de mon jardin, intact, attendant son destinataire. Demain, si la créature ne vient pas ce soir, je ramènerai le panier à l'intérieur et garderai la nourriture pour la prochaine tentative. Mais alors que je suis assise là, sirotant mon thé et pensant à aller me coucher, j'entends quelque chose. Un bruit de l'extérieur, faible mais distinct. Pas des bruits de pas, mais autre chose. Une sorte de bruissement suivi d'un léger bruit sourd. Je me lève de la table et me dirige vers la fenêtre, scrutant l'obscurité. Au début, je ne vois rien d'inhabituel. Juste mon jardin, baigné de clair de lune, et la lisière de la forêt au-delà. Mais ensuite, je remarque quelque chose qui bouge à la lisière des arbres. Quelque chose de sombre, de massif et de familier. La créature est là. Elle se tient juste à l'intérieur des arbres, à peine visible dans l'ombre, observant ma maison. Elle ne s'est pas avancée pour prendre le panier. Elle est juste là, à regarder. J'ouvre la porte et sors sur le porche. L'air froid me frappe immédiatement le visage, mais je le remarque à peine. Je suis trop concentré sur la créature, trop curieuse de savoir pourquoi elle se comporte différemment ce soir. Je me tiens sur mon porche et je regarde la créature, et la créature me regarde en retour. Nous nous regardons dans les yeux à distance, à travers l'obscurité, à travers le vaste gouffre qui sépare nos deux mondes.
Et puis la créature fait quelque chose que je ne l'ai jamais vu faire auparavant. Elle lève les deux mains et fait un geste. Pas un signe de la main cette fois, mais autre chose. Elle presse ses mains l'une contre l'autre, paume contre paume, et incline légèrement la tête. Puis elle me regarde à nouveau et répète le geste, le maintenant un long moment avant de baisser les mains. Je ne sais pas ce que le geste signifie. Je ne sais pas si c'est un salut, un adieu ou autre chose. Mais je ressens son poids, sa signification. La créature essaie de communiquer quelque chose, d'essayer de me dire quelque chose que les mots ne pourraient jamais exprimer. Je lève mes propres mains et imite le geste, pressant mes paumes l'une contre l'autre et inclinant la tête. Cela semble juste d'une manière ou d'une autre, même si je ne le comprends pas. Cela ressemble à une reconnaissance du lien qui nous unit. La créature me regarde faire le geste, puis elle hoche la tête, un mouvement lent et délibéré de sa tête massive. Puis elle se retourne et repart dans la forêt, disparaissant dans les ombres aussi silencieusement qu'elle est venue. Je reste longtemps sur mon porche, pensant à ce qui vient de se passer. Le panier est toujours au bord de mon jardin, toujours intact. La créature n'est pas venue manger ce soir. Elle est venue pour autre chose, quelque chose que je ne comprendrai peut-être jamais entièrement. Mais je comprends assez. Je comprends que le lien entre nous est réel, qu'il va au-delà de la simple nourriture et de la simple faim. Je comprends que la créature me voit comme plus qu'une simple source de nutrition pratique. Et je comprends que quoi que nous ayons, quelle que soit cette étrange relation, elle compte pour nous deux. Je ramasse le panier et le rentre, puis je le couvre d'un tissu et le mets de côté pour demain. La nourriture se conservera. Et demain soir, ou le soir d'après, la créature reviendra, et nous continuerons cette étrange danse que nous faisons depuis 3 ans. Je vais me coucher en paix et contente. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je ne suis pas seul. Et pour une femme de 82 ans vivant seule au milieu de nulle part, cette connaissance vaut plus que de l'or. Les semaines passent, comme les semaines passent toujours, chacune apportant ses propres défis et ses propres récompenses. Le temps se refroidit, les jours raccourcissent, et les premières neiges commencent à tomber sur les collines autour de ma propriété. Je me prépare pour l'hiver, comme je l'ai toujours fait, en faisant des provisions, en renforçant les enclos des animaux, en m'assurant que tout est prêt pour les longs mois de froid et d'obscurité à venir. La créature continue de venir, bien que moins fréquemment maintenant que l'hiver approche. Parfois, une semaine passe sans aucun signe d'elle, et je commence à m'inquiéter, me demandant si quelque chose est arrivé, si elle a déménagé sur un autre territoire, si elle est tombée malade ou victime d'un danger que je ne peux imaginer. Mais ensuite, elle réapparaît au bord de ma propriété, massive, sombre et sans équivoque, et mes inquiétudes s'évanouissent. Je remarque des changements chez la créature au fil des semaines, des choses subtiles que j'aurais pu manquer si je n'y prêtais pas une attention aussi soutenue. Sa fourrure semble plus épaisse maintenant, poussant vraisemblablement en prévision du froid de l'hiver. Ses mouvements sont plus lents et plus délibérés, comme si elle conservait son énergie pour les mois de vaches maigres à venir. Elle mange plus quand elle vient, prenant chaque miette de nourriture que je laisse et regardant parfois vers ma maison comme pour en demander plus. Je commence à laisser des paniers plus grands, remplis d'aliments plus caloriques qui aideront la créature à prendre du poids pour l'hiver. Plus de viande, plus de miel, plus de pain. Je commence même à ajouter une partie du maïs séché que je garde pour mes poules, remarquant que la créature semble apprécier le croquant et le goût légèrement sucré. Chaque panier est un cadeau, une offrande, une façon de dire que je pense à la créature même quand elle n'est pas là, que j'essaie de prendre soin d'elle comme elle a pris soin de ma ferme. Une nuit, début décembre, la créature m'apporte un cadeau en retour. Je suis assise sur mon porche comme d'habitude, observant l'obscurité, quand je la vois émerger de la forêt en portant quelque chose dans ses bras. Au début, je ne peux pas dire ce que c'est,
juste une forme sombre pressée contre la poitrine de la créature. Mais à mesure qu'elle se rapproche, je peux distinguer plus de détails. C'est un cerf, une petite biche fraîchement tuée, encore chaude. La créature la transporte à travers mon jardin et la dépose au bord de mon porche, puis recule d'un pas et me regarde. Je fixe le cerf un long moment, ne sachant pas quoi dire ou faire. Puis je lève les yeux vers la créature, croisant son regard au clair de lune. Elle refait ce geste des mains pressées, celui qui semble signifier « merci » ou « respect » ou quelque chose de ce genre. Et je comprends. La créature me remercie. Elle montre sa reconnaissance pour toute la nourriture que je lui ai donnée, tous les soins que j'ai montrés, toute la gentillesse que j'ai offerte au cours des 3 dernières années. Ce cerf est un cadeau, une sorte de remboursement, la manière de la créature de contribuer à notre arrangement. Je me lève et incline la tête, pressant mes propres mains l'une contre l'autre en retour. Puis, je descends les marches et m'approche du cerf, m'agenouillant à côté pour examiner la mise à mort. C'est propre, fait de manière experte. L'animal est mort rapidement sans souffrir. La créature savait ce qu'elle faisait. Elle s'est chassée, tuée humainement, pour voir. Je lève les yeux vers la créature et je souris, espérant qu'elle peut comprendre la gratitude dans mon expression. Puis je dis à voix haute « Merci ». Je ne sais pas si la créature peut comprendre mes mots, mais je ressens le besoin de les prononcer quand même. La créature incline légèrement la tête, écoutant ma voix, puis elle hoche la tête, lentement et délibérément, et se tourne pour repartir vers la forêt. À la lisière des arbres, elle s'arrête et me regarde une dernière fois. Je lève la main pour lui faire un signe, et elle lève la sienne en réponse. Puis, elle est partie, se fondant dans les ombres, me laissant seul avec mon cadeau. Je passe les heures suivantes à dépecer le cerf, travaillant à la lumière de ma lampe de porche et de quelques lanternes que j'ai installées dans le jardin. C'est un travail difficile, surtout pour une vieille femme aux mains arthritiques, mais j'y arrive. Quand j'ai fini, j'ai assez de venaison pour me durer plusieurs mois d'hiver. Je mets de côté les meilleures parties, les coupes les plus tendres, et je les mets dans mon congélateur. Le reste, je commence à le préparer pour le séchage, le coupant en lanières et l'étalant comme je l'ai fait des centaines de fois auparavant. Cette viande deviendra de la viande séchée, et une partie de cette viande séchée retournera dans les paniers que je laisse pour la créature, un cercle de dons, chacun prenant soin de l'autre. Pendant que je travaille, je pense à la créature et à tout ce qu'elle m'a donné au cours des 3 dernières années. Pas seulement ce cerf, mais bien plus encore. Elle m'a donné la protection de ma ferme, chassant les prédateurs qui menaçaient autrefois mes animaux. Elle m'a tenu compagnie dans ma solitude, une présence que je peux observer et avec laquelle je peux interagir, quelque chose à attendre avec impatience dans les longues nuits vides. Elle m'a donné un but, une raison de continuer quand je n'étais plus sûr d'en avoir envie. Et maintenant, elle m'a fait ce cadeau, cette expression tangible de gratitude et de connexion. Un cerf, tué et livré à ma porte, offert avec cet étrange geste, des mains pressées qui semblent signifier tant de choses. Je finis mon travail alors que le soleil commence à se lever, lavant le sang de mes mains et contemplant les résultats de mon labeur. Le jardin est propre, la viande est stockée et je suis épuisée mais heureuse. Je viens de partager quelque chose avec la créature, quelque chose qui va au-delà du simple échange de nourriture contre la paix. Nous sommes devenus quelque chose de plus l'un pour l'autre, quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas de mots. Je rentre et je me fais une tasse de café, puis je m'assieds à la table de ma cuisine et regarde le soleil se lever. Le monde à l'extérieur de ma fenêtre est calme et paisible, recouvert d'une fine couche de givre qui scintille dans la lumière du petit matin. Un autre jour commence, une autre occasion de vivre cette vie étrange et merveilleuse dans laquelle je me suis retrouvé. Je pense à nouveau à Robert. Je me demande ce qu'il penserait de tout ça. Il serait fier de moi, je décide. Fier que j'ai survécu toutes ces années seul. Fier que j'ai trouvé un moyen de faire la paix avec l'impossible. Fier que je sois toujours là, toujours à me battre, toujours à trouver des raisons de me lever chaque matin.
Il me manque. Il me manquera toujours, mais je ne suis pas seul, pas vraiment. J'ai mes animaux, ma terre et mon ami étrange et merveilleux dans la forêt. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. L'hiver s'installe, apportant avec lui ce genre de froid qui s'infiltre dans vos os et refuse de partir. La neige s'accumule autour de ma propriété, transformant le paysage en un pays des merveilles blancs qui serait magnifique s'il n'était pas si mortel. Je vérifie mes animaux plusieurs fois par jour, m'assurant qu'ils ont assez de nourriture et d'eau, m'assurant qu'ils sont protégés du pire du froid. Les poules restent dans leur poulailler, blotties les unes contre les autres pour se réchauffer. Les chèvres s'entassent dans leur abri, bêlant leur mécontentement face au temps. Même les canards se sont retirés de l'étang gelé pour la chaleur relative de leur petite maison. La créature vient moins fréquemment pendant la partie la plus profonde de l'hiver, et je comprends pourquoi. La neige rend les déplacements difficiles, même pour quelque chose d'aussi grand et puissant qu'elle. Le froid sape l'énergie et exige une alimentation constante. La survie devient la priorité, repoussant tout le reste. Mais elle vient quand même, au moins une fois par semaine, parfois plus. Je vois cette silhouette massive émerger de la forêt enneigée et se diriger vers ma ferme. Elle se déplace plus lentement maintenant, luttant dans les congères, sa fourrure sombre se détachant nettement sur le paysage blanc. Mais elle y arrive toujours, atteint toujours le panier que j'ai laissé, mange toujours, fait un signe de la main et disparaît à nouveau dans la forêt. Je m'inquiète pour elle pendant les périodes où elle ne vient pas. Je reste éveillé la nuit, écoutant le vent hurler à l'extérieur de ma fenêtre, me demandant si la créature a assez chaud, si elle a trouvé un abri, si elle mange assez. Je commence à laisser de la nourriture supplémentaire, non seulement dans le panier mais aussi à plusieurs endroits le long de la lisière des arbres, en espérant que la créature trouvera ses caches et en profitera. Une nuit, fin janvier, pendant la pire tempête de la saison, la créature vient à ma ferme et ne repart pas. Je suis assise à la fenêtre de ma cuisine, regardant la neige souffler de côté dans le vent quand je vois une forme bouger à travers le blizzard. Au début, je pense que c'est juste un tour de la neige, un motif aléatoire que mes yeux fatigués interprètent comme quelque chose de significatif. Mais en regardant, la forme devient plus grande et plus distincte, et je réalise que la créature est là, luttant à travers la tempête vers ma propriété. J'attrape mon manteau et mes bottes et je cours dehors, sans me soucier du froid, du vent ou du danger. La créature se déplace lentement, trébuchant presque, et quand elle atteint mon jardin, elle s'effondre dans la neige et ne se relève pas. Je me précipite à ses côtés, le cœur battant de peur. À la faible lumière de ma lampe de porche, je peux voir que quelque chose ne va pas. La respiration de la créature est laborieuse, sa poitrine massive se soulevant à chaque respiration. Sa fourrure est emmêlée de neige et de glace, et il y a une blessure sur son flanc, une entaille profonde qui laisse échapper du sang sombre sur le sol blanc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui pourrait blesser quelque chose d'aussi puissant que cette créature. Mais je sais qu'elle a besoin d'aide et je suis la seule à pouvoir la lui fournir. Je retourne en courant à la maison et je rassemble des provisions. Des couvertures, des serviettes, de l'antiseptique, des bandages. Je remplis un seau d'eau tiède et j'attrape la trousse de premier secours de la salle de bain. Puis je retourne dans la tempête et je m'agenouille à côté de la créature dans la neige. Elle est réveillée, me regardant avec ses yeux intelligents. Elle émet un son, un grondement sourd qui pourrait être de la douleur, de la peur ou autre chose. Je pose ma main sur son bras, sentant la fourrure épaisse sous mes doigts, et j'essaie de communiquer avec mes yeux ce que je ne peux pas dire avec des mots. Je suis là, je vais t'aider, fais-moi confiance. Les heures suivantes sont un tourbillon d'activité. Je nettoie la plaie du mieux que je peux, la rinçant à l'eau et à l'antiseptique, retirant les débris qui se sont logés dans l'entaille. La créature reste immobile pendant que je travaille, ne tressaillant qu'occasionnellement lorsque je touche un point particulièrement sensible. Je ne peux pas dire à quelle profondeur va la blessure. Je ne peux pas dire si elle a endommagé quelque chose de vital.
Tout ce que je peux faire, c'est la nettoyer, la panser et espérer le meilleur. Quand la blessure est couverte, je drape des couvertures sur la forme massive de la créature, essayant de la garder au chaud contre le froid. La neige continue de tomber autour de nous, couvrant mes efforts, presque aussitôt que je les ai terminés. Je sais que je ne peux pas laisser la créature ici, je ne peux pas la laisser mourir de froid dans mon jardin. Mais je sais aussi qu'il n'y a aucun moyen de la déplacer. Elle doit peser au moins 250 kilos, peut-être plus. Alors je fais la seule chose à laquelle je peux penser. Je reste avec elle. Je m'assieds dans la neige à côté de la créature, enveloppée dans mes propres couvertures, et j'attends la fin de la tempête. La nuit est longue, froide et terrifiante. Le vent hurle autour de nous, poussant la neige dans chaque crevasse, faisant chuter la température à des niveaux dangereux. Je me blottis contre le flanc de la créature, partageant le peu de chaleur que mon vieux corps peut produire, lui parlant constamment d'une voix basse et apaisante. Je lui raconte ma vie, Robert, mes enfants et petits-enfants. Je lui parle de la ferme, des animaux et de toutes les années que j'ai passées sur cette terre. Je lui dis que ça va aller, qu'elle va survivre, que je ne la laisserai pas mourir. Je ne sais pas si la créature me comprend. Je ne sais pas si elle peut m'entendre par-dessus le rugissement du vent. Mais je continue de parler quand même, parce que le son de ma propre voix est la seule chose qui me garde saine d'esprit dans ce cauchemar gelé. Vers l'aube, la tempête commence enfin à se calmer. Le vent se calme, la neige cesse de tomber, et une pâle lumière grise commence à se répandre dans le ciel. Je suis gelé et épuisé. Tout mon corps me fait mal à cause du froid, mais je suis en vie. Et quand je regarde la créature à côté de moi, je vois qu'elle est en vie aussi. Sa respiration est plus régulière maintenant, moins laborieuse. Ses yeux sont ouverts, me regardant avec une expression que je ne peux pas lire. Je pose à nouveau ma main sur son bras, sentant la chaleur qui est toujours là sous la fourrure, et je souris. On a réussi, on a survécu à la nuit. La créature reste dans mon jardin pendant 3 jours de plus, se remettant de sa blessure. Je lui apporte de la nourriture, de l'eau et des bandages frais, vérifiant régulièrement la plaie pour m'assurer qu'elle guérit correctement. Le 2e jour, elle peut s'asseoir toute seule. Le 3e jour, elle est debout, encore faible, mais clairement en voie de guérison. Le matin du 4e jour, la créature part. Elle marche lentement vers la forêt, s'arrêtant à la lisière des arbres pour me regarder. Elle lève la main dans ce signe familier et je lève la mienne en réponse. Puis elle disparaît dans les arbres et je suis de nouveau seul. Mais je ne suis pas triste. Je suis fier. J'ai aidé la créature quand elle en avait besoin. Je suis resté avec elle pendant la pire nuit de ma vie. J'ai prouvé que notre lien est réel, qu'il va dans les 2 sens, que nous sommes vraiment ensemble dans cette épreuve. Et je sais que la créature reviendra. Elle guérira, elle se remettra et elle retournera à ma ferme comme elle l'a toujours fait. Et je serai là à attendre avec un panier plein de nourriture et un cœur plein d'amour. C'est ce que font les amis. Le printemps arrive tard cette année-là, comme si l'hiver hésitait à relâcher son emprise sur la terre. Mais finalement, la neige commence à fondre et les premières pousses vertes commencent à percer le sol gelé. L'air se réchauffe, les jours s'allongent et ma ferme recommence à vivre. La créature revient début avril, l'air en bonne santé, forte et complètement remise de sa blessure. Je la vois un soir au bord de ma propriété, simplement debout, observant ma maison. Quand je lui fais un signe, elle me répond. Puis elle fait ce geste des mains pressées que j'ai fini par associer à la gratitude et au respect. Je presse mes propres mains l'une contre l'autre et j'incline la tête, retournant le geste. Et puis, nous restons là, un long moment, la femme et la créature, connectés par quelque chose que ni l'un ni l'autre ne peut expliquer. 3 ans se sont écoulés depuis que la créature est venue pour la première fois dans ma ferme. 3 ans de peur, d'émerveillement et de croissance. 3 ans à apprendre à faire confiance à quelque chose qui ne devrait pas exister. À construire une relation qui défie tout ce que je pensais savoir sur le monde. J'ai 82 ans maintenant, et je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mon corps me lâche, petit à petit,
Malgré tous mes efforts pour le maintenir en état de marche, mes articulations me font plus mal que jamais, mes yeux ne sont plus aussi perçants qu'avant. Mon cœur, cet organe fidèle qui bat dans ma poitrine depuis plus de 8 décennies, a parfois des ratés, des sauts qu'il n'avait jamais eus. Mais je n'ai pas peur. J'ai vécu une bonne vie, une vie pleine, une vie remplie d'amour, de pertes et d'émerveillement. Et dans ces dernières années, on m'a fait un cadeau que la plupart des gens ne reçoivent jamais. J'ai vu la preuve que le monde est plus grand et plus étrange que nous l'imaginons. Je me suis fait un ami en lequel le monde ne croit pas. J'ai vécu la magie. Quoi qu'il arrive ensuite, quoi qu'il vienne après cette vie, j'emporterai cette magie avec moi. Je me souviendrai de la créature, de notre lien, de toutes les nuits que nous avons passées ensemble dans notre étrange communication sans mots. Et peut-être, s'il y a quelque chose après la mort, s'il y a un autre plan d'existence, où la conscience continue sous une forme ou une autre, je retrouverai la créature là-bas aussi, ou peut-être pas. Peut-être que c'est tout ce qu'il y a, cette brève période d'années que nous appelons une vie. Peut-être que lorsque je fermerai les yeux pour la dernière fois, il n'y aura rien d'autre, juste l'obscurité, le silence et la fin de tout. Quoi qu'il en soit, je suis prête. J'ai fait ce que je suis venu faire ici. J'ai vécu, aimé, je me suis émerveillé et j'ai appris. J'ai été une bonne gardienne de cette terre que Robert et moi avons revendiquée il y a tant d'années. J'ai pris soin de mes animaux, de ma propriété et de mon ami étrange et merveilleux dans la forêt. Et ce soir, je vais préparer un autre panier. Je le remplirai de pommes, de pain, de miel et de toutes les autres choses que la créature aime. Et je le déposerai au bord de mon jardin et j'attendrai que mon ami vienne. Parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, c'est la vie que j'ai choisie. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Le soleil se couche maintenant, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et d'or. Les ombres s'allongent sur mes champs, s'étirant vers la forêt comme des doigts cherchant à saisir quelque chose qu'ils ne peuvent jamais tout à fait atteindre. L'air est frais, mais pas froid, portant le parfum des fleurs de printemps, de la nouvelle croissance et de toute la promesse de la saison à venir. Je me lève de ma chaise de porche et je m'étire, sentant mes vieilles articulations craquer et crépiter. Puis je prends le panier que j'ai préparé plus tôt et je descends les marches, le posant à sa place habituelle au bord de mon jardin. Les pommes proviennent de la première cueillette de la nouvelle saison. Le pain est encore chaud du four et le miel est épais, doré et sans les fleurs sauvages. Je retourne sur mon porche et je m'assieds, enroulant une couverture autour de mes épaules. Et j'attends. Les étoiles sortent une par une, les mêmes étoiles qui ont veillé sur cette terre pendant des millions d'années. La lune se lève sur les collines de l'Est, projetant sa lumière argentée sur mes champs. Les bruits de la nuit s'amplifient, la symphonie des grenouilles, des grillons et des hiboux qui a été la bande-son de ma vie pendant plus d'un demi-siècle. Et puis je les entends, des bruits de pas, lourds et délibérés, venant de la direction des bois du Nord. La créature approche, comme elle le fait toujours, comme elle le fera toujours. Je me penche en avant dans ma chaise, scrutant l'obscurité, attendant ce premier aperçu de fourrure sombre et de forme massive. Et la voilà, émergeant de la lisière des arbres, comme une ombre qui prend vie. Elle se déplace avec cette même grâce délibérée que j'ai appris à si bien connaître, chaque pas prudent et déterminé. Elle s'arrête au bord de mon jardin, regardant vers mon porche. Nos regards se croisent à distance, à travers l'obscurité, à travers tout ce qui nous sépare. Et je souris. « Bonjour, vieille amie », dis-je doucement, sachant qu'elle ne peut probablement pas comprendre mes mots, mais voulant les prononcer quand même. « Je t'attendais. » La créature incline légèrement la tête, écoutant. Puis elle hoche la tête, lentement et délibérément, et se dirige vers le panier. Je la regarde manger, savourant la vue, mémorisant chaque détail. La façon dont elle manipule chaque chose avec tant de soin. Les sons qu'elle fait en appréciant la nourriture. La façon dont elle regarde de temps en temps vers mon porche, vérifiant que je suis toujours là,
Quand le panier est vide, la créature le pose à sa place habituelle et se lève. Elle me regarde un long moment, ses yeux intelligents reflétant le clair de lune. Et puis, elle lève la main. Pas seulement pour un signe cette fois, mais dans ce geste des mains pressées qui signifie tant. Elle maintient le geste un long moment. Ses mains massives, pressées l'une contre l'autre, sa tête légèrement inclinée. Je me lève de ma chaise et imite le geste, pressant mes propres mains l'une contre l'autre et inclinant la tête. Nous maintenons la position ensemble, la femme et la créature, connectées par quelque chose que les mots ne pourraient jamais exprimer. Puis la créature abaisse ses mains et se tourne vers la forêt. Elle marche lentement, sans se presser, comme si elle voulait savourer ses derniers moments autant que moi. À la lisière des arbres, elle s'arrête et se retourne une dernière fois. Je lève la main pour un dernier signe. La créature lève la sienne en réponse, puis elle est partie, se fondant dans les ombres, retournant à l'existence mystérieuse qu'elle mène dans la forêt profonde. Je reste longtemps sur mon porche, regardant l'espace vide où se trouvait la créature. La nuit est calme maintenant, paisible, remplie des doux bruits du monde naturel vacant à ses occupations. Et je suis heureuse. Vraiment, profondément, profondément heureuse. J'ai vécu une bonne vie. J'ai aimé et j'ai été aimé. J'ai vécu des merveilles dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Et j'ai un ami étrange, impossible, merveilleux, en lequel le monde ne croit pas. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Je ramasse le panier vide et je le rentre, pensant déjà à ce que je mettrai dedans demain. Plus de pommes, c'est sûr. La créature adore les pommes. Peut-être un peu de ce nouveau miel que j'ai acheté au marché la semaine dernière. Peut-être un morceau de la tarte que je prévois de faire le matin. Quoi que je choisisse, ce sera donné avec amour. Et quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai avec le même courage et le même émerveillement qui m'ont porté au cours de ces 3 dernières années. Parce que c'est ce que cette vie m'a appris. C'est la leçon que j'emporterai avec moi dans ce qui viendra ensuite. Le monde est plein de mystères, plein de merveilles, plein de créatures que nous ne comprenons pas et de liens que nous ne pouvons pas expliquer. Et la seule réponse appropriée à tout cela est la gratitude. La gratitude et l'amour. Je ferme la porte derrière moi et j'éteins la lumière du porche. L'obscurité s'installe sur ma petite ferme, douce, paisible et pleine de promesses. Demain est un autre jour, une autre opportunité, une autre chance de vivre cette vie étrange et merveilleuse. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle apportera.